Alors, dans la dernière partie, on a terminé par l'expression de la tension modulée et on a obtenu que l'amplitude de la tension modulée, cette expression encadrée, varie avec le temps de cette manière-là. Bien sûr, varie selon les variations de la tension modulante. Ce qu'on va voir maintenant, c'est quelles sont les fréquences que contient cette tension électrique, ou bien autrement, quelles sont les fréquences contenues dans l'onde rayonnée par un fil alimenté par cette tension électrique. Alors, puisqu'on a déjà l'expression, on va tout simplement développer cette expression. On aura celle-là. A fois m cosinus fois cosinus de pi fpt. Alors, c'est l'expression, c'est la première expression, voilà. Plus A fois 1 fois cosinus de pi fpt. C'est tout simplement un développement. Alors le cosinus, cette expression fois cosinus celle-là, c'est le cosinus de la soustraction de PFST moins de FPT. Non, c'est cette expression-là. Bien sûr, le tout divisé par 2, donc multiplié par AM sur 2. Deuxième terme, AM sur 2, cosinus la somme de ces deux expressions, celle-là et celle-là. Et on a gardé cette expression intacte. Alors on constate qu'il s'agit d'une expression qui représente la somme de trois termes où on a trois fréquences. Fp moins Fs, Fp plus Fs et Fp. On va mettre tout simplement ces expressions dans l'ordre de la fréquence minimale à la fréquence maximale. Alors cette tension, c'est la tension qui varie avec une fréquence Fp moins Fs, puis la tension qui varie avec une fréquence Fp, plus et la tension qui varie avec une fréquence Fp plus Fs. Alors on constate que l'amplitude de ces différentes tensions est différente. La première tension possède une amplitude AM sur 2 et la fréquence que je vais noter F1, c'est Fp moins Fs. On va représenter cette première tension. Alors il s'agit d'une tension d'amplitude AM sur 2 et de fréquence F1 qui est tout simplement Fp moins Fs. La deuxième tension possède une amplitude A et une fréquence Fp. Alors, je vais la représenter sur ce diagramme-là. Alors, la fréquence c'est F2, c'est Fp. L'amplitude c'est A. La troisième tension électrique possède une amplitude AM sur 2 et une fréquence Fp plus Fs. Vous voyez que ces deux tensions-là, celle-là et celle-là, possèdent même amplitude. Ce que vous voyez sur cette représentation, qui représente bien sûr ce qu'on appelle le spectre de fréquence. Alors, en résumé, la tension modulée en amplitude est constituée de trois tensions sinusoïdales de fréquence Fp moins Fs, c'est F1, Fp et Fp plus Fs. On va passer maintenant à la définition du taux de modulation. Alors le taux de modulation est défini comme étant le rapport de l'amplitude de la tension modulante divisé par la tension de décalage ou bien la composante continue. Alors comment déterminer le taux d'avancement à partir des graphes? Alors on peut exploiter ce premier graphe à gauche pour déterminer le taux de modulation en divisant Sm. Sm c'est cette valeur-là. Alors dans ce cas il s'agit de 6 moins 4, donc il s'agit d'une valeur de 2 volts, et U0 c'est cette valeur-là, c'est 4 volts. Alors ici on a 2 volts, U0 on a 4 volts, alors le taux de modulation c'est 2 sur 4, c'est 0,5.
Donc on va diviser l'amplitude de la tension modulante divisé par la tension de décalage. Une autre façon qui permet de déterminer le taux de modulation, c'est à partir de la tension modulée. On sait que déjà la tension modulée s'exprime de cette façon, une amplitude qui varie avec le temps. Et on a déjà montré que l'expression de la tension modulée s'écrit de la manière suivante, c'est-à-dire je peux prendre la valeur maximale de ce terme-là en remplaçant le cosinus par 1, on aura A facteur de m plus 1. Si je remplace le cosinus par moins 1, on aura A facteur de moins m plus 1. Alors cette expression, c'est l'expression de la valeur maximale de l'amplitude. Cette expression, c'est l'expression de la valeur minimale de l'amplitude. Alors, parce que l'amplitude varie entre deux valeurs, une valeur maximale qui est dans ce cas qui est 6 volts, voilà, et une valeur minimale qui est 2 volts. Alors, on constate que d'après ces deux valeurs, la valeur maximale de l'amplitude et la valeur minimale, on peut déterminer le taux de modulation par un simple calcul. Parce que si je réalise la soustraction, si je prends la valeur maximale et je retranche la valeur minimale, UM max moins UM min, ça veut dire que si je prends A facteur de M plus 1 moins A facteur de moins M plus 1, j'aurai 2AM. C'est la soustraction, 6 moins 2. Si je fais la somme de ces deux tensions, ou bien ces deux valeurs, la valeur minimale et la valeur maximale, A facteur de 1 plus 1, plus A facteur de moins 1 plus 1, j'aurai 2A. Alors 2AM, c'est la soustraction, c'est UM max moins UM min. 2A, c'est la somme de ces deux tensions, ces deux valeurs maximales et minimales. Si je divise la soustraction par la somme, j'aurai M. Alors autrement dit, donc M c'est la somme, c'est la soustraction, c'est UM max moins UM min divisé par UM max plus UM min. Et j'aurai bien sûr, on peut avoir la même valeur. Alors vous voyez ici, 6 c'est la valeur maximale. Je retranche 2, c'est la valeur minimale. Je divise par 6 plus 2. J'aurai 6 moins 2, c'est 4. 6 plus 2, c'est 8. 4 sur 8, c'est 0,5. C'est la même valeur qu'on a déjà ici. 2 volts, on va la diviser par 4 volts. On aura un taux de modulation égal 0,5. Taux de modulation, c'est une grandeur sans unité parce qu'on divise une tension par une autre. Alors une autre façon de déterminer le taux de modulation, c'est à partir du spectre de fréquence. Alors d'après ce spectre, on a déjà la valeur de AM sur 2. D'après ce spectre, on peut avoir par exemple une valeur ici. Je suppose que j'ai par exemple 2 volts. Et je suppose que j'ai par exemple, j'aurai 8 volts de 4, 6, de 4, 6, 8 volts. Alors si je dispose de AM sur 2 et je dispose de A, alors déjà, on connaît AM sur 2, c'est égal à B. Je prends cette notation. Alors c'est quoi B? Plutôt M, c'est tout simplement 2B sur A. Alors 2B c'est 2 fois 2, divisé par A, c'est 8. 2 fois 2, ça fait 4. 4 divisé par 8, ça fait 0,5. Alors le taux de modulation égale 0,5. Vous voyez que le taux de modulation, on peut la chercher à partir de différentes données. La tension modulante, la tension modulée ou bien le spectre de fréquence. On verra par la suite comment déterminer le taux d'avancement à partir des autres grandeurs, bien sûr d'autres données. Alors pour déterminer la qualité de modulation,
On a déjà vu d'après l'expérience, c'est que d'après une certaine simulation et des expériences que j'ai publiées sur ma chaîne, que pour avoir une modulation de bonne qualité, autrement dit, pour que la tension modulante soit inscrite sur les variations de l'amplitude, de cette manière-là, il faut décaler la tension modulante ou bien le signal de l'information, il faut la décaler par une valeur de U0 supérieure à la valeur de l'amplitude du signal modulant, de signal de l'information, c'est-à-dire on aura U0 supérieur à SM, autrement dit, si on divise le SM par U0, on aurait une valeur inférieure à 1. C'est une condition nécessaire pour avoir une modulation de bonne qualité. À cette condition s'ajoute une autre, c'est que la fréquence de la porteuse doit être suffisamment supérieure à la fréquence du signal de l'information. On peut prendre parfois FP en minimum égal à 10 fois Fs. Alors comment s'assurer de cette condition? Bien sûr, à partir de cet oscillogramme, on peut déterminer le rapport entre la période de l'information. Ici, je peux prendre la période de l'information, TS, et je peux lire aussi la période de la porteuse TP. Alors, on peut compter combien de TP il y a dans TS. Je peux prendre par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, voilà, à peu près 18 et demi. Alors si je prends 18 et demi, si je continue jusqu'à la fin, j'aurai 27. Alors autrement dit, d'après cet oscillogramme, je peux dire que TS égale 37 TP. Autrement dit, si je fais l'inverse, 1 sur TS, j'aurai 1 sur 37 fois 1 sur TP. 1 sur TS, c'est la fréquence dièle de signal d'information. 1 sur 37, 1 sur TP, c'est FP. C'est la fréquence de la porteuse que je peux noter par exemple. Dans ce cas, je l'ai noté majuscule. Je reprends la notation pour Fs. Alors autrement dit, FP égale 37 Fs. Et d'après ce résultat-là, on constate que cette condition est largement satisfaite. On peut dire que cette modulation est de bonne qualité. On a deux autres modulations. Ce sont bien sûr deux modulations de mauvaise qualité, mais on peut les qualifier modulation critique lorsque m égale à 1. Parce que lorsque la valeur minimale de l'amplitude s'annule, lorsque on a des crêtes qui varient de cette manière-là, lorsque la valeur minimale de la tension modulée est nulle. Ou bien si le taux de modulation est supérieur à 1, on parle de surmodulation. Alors ici, tout simplement un calcul du taux de modulation à partir de cette formule. Donc c'est largement suffisante pour dire qu'il s'agit d'une bonne modulation. C'est la première condition. Ça, c'est la deuxième condition, c'est vérifier FP est largement supérieur à Fs. Alors, la qualité de modulation, on peut la chercher autrement, soit à partir de l'oscillogramme, ce qu'on peut dire l'oscillogramme obtenu en mode balayage pour l'oscilloscope, mais on peut appuyer sur un bouton appelé le bouton XY et on fait bien sûr fonctionner l'oscilloscope en mode XY. Lorsqu'on fait fonctionner l'oscilloscope en mode XY, on constate que l'oscillogramme est sous forme d'un trapèze. Alors on peut déduire la qualité de modulation par la forme géométrique obtenue
en mode XY, on obtient un trapèze lorsque la qualité de modulation est bonne. Alors si le taux de modulation est égal à 1, on parle de modulation critique. Alors dans ce cas, la tension modulée varie de cette manière-là. En mode XY, on obtient un triangle. La valeur minimale de l'amplitude sur le gramme de gauche, c'est à peu près ici 1. La valeur maximale de l'amplitude, c'est 7. Alors, on peut calculer le taux de modulation à partir de cette valeur. Donc, 7 moins 1 divisé par 7 plus 1. Alors, on peut la calculer à partir de 7 oscillogrammes. Donc, ici, on a 7 volts. La valeur minimale, c'est 1 volt. Alors, la valeur maximale moins la valeur minimale divisé par la somme. Alors, j'aurai 6 divisé par 8. C'est une valeur inférieure à 1. Alors, dans ce cas, on a une valeur maximale, c'est 6. Moins 0 divisé par 6 plus 0, c'est 1. Donc, c'est une modulation critique lorsque SM égale U0. La forme géométrique obtenue est un triangle. Si SM est supérieur à U0, on aura cet oscillogramme. Et en mode XY, on aura un double triangle, ou là, ce qu'on appelle forme papillon. Alors, la valeur maximale de l'amplitude, c'est 4. La valeur minimale de l'amplitude, c'est moins 2. Alors, je vais mettre 4 moins 2 divisé par 4 plus moins 2. Alors, on aura 4 plus 2, ça fait 6. 4 moins 2, ça fait 2. Donc, on aurait 3. Donc, c'est une valeur supérieure à 1. Ok, donc, on a 3 cas pour juger sur la modulation. Lorsque M est inférieur à 1, on parle d'une bonne qualité de modulation. Lorsque M est supérieur ou égal à 1, on parle de mauvaise qualité. Alors, les figures de gauche représentent une bonne qualité de modulation. Les figures de droite, on a 2 cas sur modulation et modulation critique, mais dans tous les 2 cas, donc il s'agit d'une mauvaise qualité, du fait que dans cette partie du signal, on peut parler de la perte d'information lorsqu'on cherche à envoyer ce signal. Ici, on a une tension, c'est presque nul, donc l'énergie qu'on va émettre, c'est quasiment nul. Donc, on peut risquer de perdre l'information au cours de l'émission. Alors, reste à finir cette modulation, c'est par la réception du signal modulé, et on parle de ce qu'on appelle la démodulation. Alors, qu'est-ce que c'est que démodulation? Démodulation, tout simplement, c'est la façon qui permet de récupérer le signal modulant à partir du signal modulé. Et cette démodulation passe par un ensemble de phases, à savoir la détection d'enveloppe. Donc, on va détecter l'enveloppe du signal modulé et par la suite, suivi d'une élimination de la composante continue par filtrage. Alors, on commence par le détecteur d'enveloppe qui est constitué d'une diode qui permet la suppression des alternances négatives. Alors ici, on a le signal modulé en amplitude. Lorsqu'on fait passer ce signal à travers ce quadripôle, lorsqu'on fait entrer cette tension par ces 2 bornes, donc il s'agit d'un quadripôle parce qu'il dispose de 4 pôles. Donc c'est un quadripôle. On attaque ce quadripôle par la tension modulée et on obtient à la sortie une tension qui demeure positive parce que vous connaissez déjà le rôle de la diode. Donc il ne laisse passer que le courant qui est positif, parce que si le courant circule dans l'autre sens, la diode ne laisse pas passer ce courant électrique qui se comporte comme un interrupteur ouvert, ce qui fait ce dispositif-là va éliminer toutes les valeurs négatives, toutes les alternances négatives.
Alors pour récupérer l'enveloppe, on doit ajouter à ce quadrupole un condensateur. Alors si on ajoute à ce quadrupole un condensateur en parallèle avec un résistor, ce quadrupole ne laisse passer que l'enveloppe du signal, et on va expliquer par la suite comment ça se passe. Alors comment se produit cette élimination de la tension modulée, et on ne garde que cette enveloppe-là. Voilà, ça c'est l'enveloppe du signal modulé en amplitude, mais la condition nécessaire pour que bien sûr l'enveloppe soit détectée avec une très bonne qualité, il faut que la constante de temps du dipôle R1-C1 doit être suffisamment supérieure à la période de la porteuse et doit être inférieure à la période du signal TS. Donc TS elle est là, TP je rappelle c'est la première, c'est la petite période. Alors une simulation qui permet de savoir comment fonctionne ce quadrupole. Alors d'ailleurs, ici on a une tension modulée. Et on fait passer cette tension modulée par ce qu'on appelle le détecteur d'enveloppe et on obtient l'enveloppe de la tension modulée. Alors je passe maintenant à une simulation par laquelle je vais expliquer comment fonctionne le détecteur d'enveloppe. Alors je m'intéresse à une partie de ce signal-là et je l'isole de l'oscillogramme. Alors je prends maintenant la tension modulée, elle est là. Donc ça c'est la tension modulée. Donc varie entre les valeurs positives, les valeurs négatives et ainsi de suite. Ok, c'est cette partie-là. Donc j'ai pris de cette façon. Alors maintenant, si j'imagine lorsque la tension modulée augmente. Alors lorsque la tension modulée augmente, à un certain moment, cette tension-là devient égale à la tension aux bornes du condensateur et la diode se comporte comme un interrupteur fermé. Lorsque cette tension va chuter rapidement, ça veut dire que la tension modulée serait inférieure à la tension aux bornes du condensateur. On a déjà vu que la tension aux bornes du condensateur est une grandeur continue. Donc la tension aux bornes du condensateur ne peut pas varier instantanément d'une valeur à une autre, surtout lorsque le condensateur est lié à un résistor qui va retarder bien sûr cette décharge avec un certain temps de la phase transitoire qui dépend de la constante de temps. Alors, une fois cette tension modulée chute verticalement, on a déjà vu que cette tension-là, c'est une tension qui a une très grande fréquence, c'est-à-dire que les variations de la tension modulée sont très rapides. Alors, la tension UC ne va pas suivre ces variations qui sont très rapides. Et par suite, lorsque la tension modulée va chuter, le condensateur se trouve chargé. La diode se comporte comme un interrupteur ouvert et par suite le condensateur se décharge à son rythme avec le résistor jusqu'à ce que la tension UM redevienne égale à UC et le condensateur se charge à nouveau dans cette dernière partie. Alors de la même façon, on peut reproduire cette simulation. Alors, lorsque la tension modulée varie instantanément, varie rapidement, bien sûr, la diode revient à son état, donc il va se comporter comme un interrupteur ouvert jusqu'à ce que la tension modulée revient vers la valeur de UC et s'égalise avec la valeur de UC. À ce moment-là, la diode laisse passer le courant électrique et le condensateur se charge à nouveau. Alors, autrement dit, l'enveloppe de ce signal est obtenue avec une suite de décharge, charge, décharge, charge, décharge, charge, et ainsi de suite. Donc, il faut signaler que la constante de temps R1 fois C1 doit être suffisamment supérieure à TP.
cette durée-là, et inférieur à TS, cette durée-là. TP, on a ici TS. Alors si la tension, plutôt si la constante de temps est très grande, on risque de décharger le condensateur lentement. Alors on peut avoir un signal de cette façon. Alors, et le signal de cette façon ne va pas suivre les crêtes du signal modulé, et par suite on aura une mauvaise détection d'enveloppe. Autrement dit, si on a une certaine décharge rapide, si le taux, la constante de temps taux est très faible, on aura une décharge très rapide du condensateur, une décharge très rapide, une décharge très rapide, une décharge très rapide, et par suite, l'enveloppe du signal modulé serait riche en dents de scie. Donc on parle ici ce qu'on appelle les dents de scie. Les dents de scie, d'accord. Alors les dents de scie sont très grandes et par suite l'enveloppe n'est pas détectée avec une très bonne qualité. Alors pour avoir des dents sont bien sûr trop grand taille et sont bien sûr une décharge très lente, on doit respecter cette condition et il faut que la constante de temps soit suffisamment très grande par rapport à la période de la porteuse et inférieure à la période du signal de l'information. Alors après avoir détecté l'enveloppe de la tension modulée, on passe à une autre phase, c'est d'éliminer cette tension de décalage ou bien ce qu'on appelle la composante continue. Alors comment éliminer cette composante continue? On peut utiliser un autre condensateur C2 et un conducteur ohmique dans ce montage de cette manière-là. Alors dans ce cas, on aura une intensité qui passe à travers ce résistor qui change de signe. Pourquoi? Parce que lorsque la tension U qui va entrer par ce quadripôle, lorsque la tension diminue, le condensateur se décharge et par suite I serait négative. Lorsque cette tension augmente, le condensateur se charge et par suite l'intensité, le signe de l'intensité serait positif et par suite on aura S de T qui est égal à RI. Donc il va varier entre des valeurs négatives et des valeurs positives. Et par suite, on aura l'élimination de la composante continue de cette manière-là. Le signal ne serait plus positif tout le temps, mais donc il serait alternatif, tantôt négatif, tantôt positif, tantôt négatif. Et par suite, l'élimination qu'on a dit, parce que ce qu'on a dit, c'est l'élimination de la composante continue. On regroupe toutes les quadripoles qu'on a utilisés. Le premier quadripôle permet de détecter l'enveloppe, c'est le détecteur d'enveloppe. Son rôle, c'est de détecter l'enveloppe, ou bien on peut dire parfois détecter les crêtes. Un autre quadripôle, c'est le filtre passe-haut. Donc pourquoi on peut appeler ce quadripôle comme un filtre passe-haut? Pourquoi? Tout simplement parce que si je prends la tension continue, je peux la supposer comme étant une tension sinusoïdale avec une fréquence nulle. Avec une fréquence nulle. Alors si je mets 0 pour comme valeur de fréquence, j'aurai cosinus de 0 c'est 1, donc U0 égale à 0. Alors U0, une tension continue, ressemble un petit peu à une tension qui a une fréquence nulle. Et par suite, on peut dire que ce quadripôle a laissé passer la tension qui a une certaine fréquence plus élevée par rapport à la fréquence de la tension constante qui est nulle. Donc il s'agit d'un filtre passe-haut. Son rôle, bien sûr, c'est éliminer la composante continue.
Reste la dernière partie, c'est la réalisation d'un récepteur radio AM. Alors, vous connaissez déjà que les stations qui émettent des ondes AM ou bien des stations radio AM sont nombreux. Donc, il faut sélectionner d'abord l'onde porteuse qu'on va démoduler par la suite. Donc, pour sélectionner cette onde, on va utiliser un circuit LC en parallèle lié à une antenne. L'antenne, bien sûr, c'est une sonde qui reçoit les ondulations, l'onde électromagnétique. Par suite, on aura des vibrations d'électrons au niveau de cette antenne qui seront manifestées sous forme de tension électrique aux bornes du condensateur, bien sûr, et aux bornes de la bobine. Alors, pour recevoir une onde avec une certaine fréquence, donc il faut commencer par ce récepteur-là, qu'on va appeler par la suite, c'est le circuit d'accord, ou bien un circuit bouchon, ou bien un filtre passe-bande. Alors puisque c'est la tension reçue par l'antenne et qui se manifeste sous forme de tension UC, donc il serait de très faible amplitude, donc on doit passer par une amplification, puis on va détecter l'enveloppe du signal, puis on va éliminer la composante continue, puis par la suite une amplification avant d'alimenter un haut-parleur par ce signal pour réécouter le son bien sûr correspondante au signal modulant. Alors ici on a un ensemble des étages, donc le premier étage ou bien la première composante c'est le circuit d'accord ou bien circuit bouchon ou bien ou bien un filtre passe-bande. Alors que fait le circuit passe-bande? Donc il permet de sélectionner l'onde qui a la même fréquence que la fréquence propre du circuit LC. Alors ici, l'onde qui serait reçue, c'est une onde qui a une fréquence est égale à la fréquence propre du circuit LC. Puisqu'il s'agit, comme j'ai dit, il s'agit d'un signal de faible amplitude, il se peut que ce sont des millivolts. On va faire passer ce signal à travers une amplification pour que ça devienne avec quelques volts pour qu'on puisse appliquer cette tension à ce quadrupole parce que déjà la diode nécessite une certaine tension seuil, vous connaissez déjà, donc il faut dépasser un certain seuil pour que le courant passe à travers la diode. Alors pour que la tension modulée dépasse cette tension seuil, on doit passer par cette amplification. Lorsque cette tension passe par le détecteur d'enveloppe, on détecte l'enveloppe du signal modulé. Et bien sûr, il faut satisfaire cette condition. La constante de temps du dipôle R1 fois C doit être suffisamment supérieur à Tp et inférieur à Ts. Et après avoir obtenu l'enveloppe, on peut faire passer ce signal à travers un quadripôle qui est le filtre passe-haut. Son rôle, c'est d'éliminer la composante continue et obtenir un signal qui peut être, vu le traitement du signal, on aura une certaine perte d'énergie au cours de ce traitement. Il se peut que ce signal ait une amplitude très faible. On aura besoin d'une nouvelle amplification avant d'alimenter le haut-parleur avec ce signal et restituer la tension modulée, plutôt la tension modulante et par suite le son émis ou bien le son correspondant à la tension modulante. Alors c'est tout ce qu'il y a concernant la modulation et la démodulation. Je rappelle que la première des choses, c'est de réaliser la modulation. Et on parle ici de modulation d'amplitude. Il faut modifier l'amplitude de la tension de la porteuse de telle façon qu'il suit l'image des variations de la tension modulante. Puis on envoie cette tension sous forme d'une onde électromagnétique. Et à la réception, on doit faire la sélection
de l'onde qu'on veut démoduler à l'aide d'un circuit d'accord. Après avoir filtré ou bien recevoir cette onde porteuse ou bien cette onde modulée qui a la fréquence de l'onde porteuse, on passe par l'amplification, puis le détecteur d'enveloppe, puis l'élimination de la composante continue. Alors merci d'avoir suivi ce cours-là. On se verra prochainement, Inch'Allah.